Dans l'émission précédente, la moto a été montée complètement et le bloc moteur a été mis en place. Je continue maintenant avec le guidon. J'ai tout préparé ici pour tout raccorder au guidon. Nouveau cylindre de frein principal pour le côté droit, levier d'embrayage, de nouveaux commutateurs pour toutes les commandes. J'ai aussi de nouveaux câbles, câbles de gaz, câbles d'embrayage et câbles de choke. Je vais un peu regarder comment je peux tout fixer sur les clip-on. Je garde une poignée pour voir où peuvent venir le commutateur et le levier d'embrayage. Je marque alors avec un bout d'adhésif où ils viendront, plus ou moins. Je peux donc monter ici le commutateur et le levier d'embrayage. Voici donc le commutateur pour le côté gauche. Un mécanisme de choke a également été intégré ici. Je pourrais par la suite faire passer le câble de choke ici et il sera raccordé dans le commutateur. Et vous voyez ici une petite broche. Le but est que je perce un petit trou dans le clip-on par en dessous où elle entrera, car bien sûr tout est fixé avec des vis. Mais il ne faut pas que le commutateur tourne avec lorsque vous commandez le choke. Je regarde donc un peu où il viendra plus ou moins. Je fais un petit repère dans la laque en poudre du clip-on et je sais ainsi où je dois percer. Là où Koen a marqué un repère avec la pointe à tracer, il fait à présent un petit trou avec un poinçon. Le forêt à métal restera ainsi bien en place pendant le perçage. Pour pouvoir travailler plus facilement, Koen met le clip-on à un moment dans une autre position. Il peut maintenant percer un petit trou avec le forêt à métal. J'élimine encore les bavures tranchantes avec une fraise conique. Et bien sûr, je teste. Vous voyez, même sans les vis, c'est le seul mouvement qu'il reste. Lorsque je le fixerai par la suite avec les vis, il ne pourra plus du tout tourner. Le clip-on peut à présent être repositionné correctement. Je suis maintenant sûr que ce commutateur s'ajuste bien. Je dois à présent bien sûr d'abord placer le levier d'embrayage dessus et le fixer. Ensuite, je pourrai monter le câble de choke dedans et je pourrai enfin tout fixer sur le guidon. Je le mets pour le moment dans cette position. Lorsque tout sera monté, je pourrai évidemment regarder s'il doit être placé encore plus bas ou éventuellement plus haut. Mais je pourrai l'adapter selon la position assise une fois que tout sera finalement monté. Avant de pouvoir poursuivre l'installation du câble de choke, je dois d'abord remettre les carburateurs en place. Je pourrai ainsi voir si le câble original doit être raccourci. Et entre-temps, je peux aussi monter la douille correcte sur le câble d'acier. Voici les caoutchoucs d'entrée des carburateurs. Ils sont fixés avec deux petits boulons contre le bloc moteur, mais pour garantir l'étanchéité à l'air, ces nouveaux joints toriques doivent aller dessus. Puis je peux les monter ainsi. Vérifiez bien si les caoutchoucs d'entrée sont toujours en bon état. Si le caoutchouc est usé ou déchiré, le moteur risque de réaliser un mauvais tirage et d'influencer ainsi le mélange du carburant. Je mets un peu de graisse pour pneus sur les caoutchoucs d'entrée. Cela facilitera fortement le montage des carburateurs par la suite. Een stuk makkelijker.
Puis, je monte d'abord le câble de choke. Il doit évidemment être monté correctement pour pouvoir mesurer tout à l'heure la bonne longueur. Je ne place pas encore les éléments de serrage, car ils devront de toute façon être retirés pour monter aussi les câbles de gaz. En poussant et en forçant un peu, Koen arrive à mettre les carburateurs en place. Le câble de choke doit aussi être tiré par le cadre par le bon chemin. Vous voyez, le guidon d'origine venait ici au-dessus et était en fait assez grand. Maintenant, tout est rabaissé et le câble est donc nettement trop long. Si vous le gardiez à une telle longueur, vous auriez ici toute une boucle. Ce n'est pas joli du tout, et de plus, moins il y a de boucles dedans, mieux le câble d'acier montera et descendra. Je vais donc le raccourcir. Vous devez aussi veiller à ce qu'il reste suffisamment de jeu pour pouvoir tourner le guidon de gauche à droite, afin que le câble ne se retrouve pas sous tension lorsque vous tournez à gauche ou à droite, et ne déclenche pas le choke par accident. Vous devez également tenir compte du fait que le revêtement du câble d'acier vient aussi sur un bout de dent. Je viens de mesurer, cela fait environ 2 cm. Vous devez donc en tenir compte lorsque vous mesurez. Je peux à présent à nouveau démonter le câble. Voici la douille se trouvant sur le câble original et allant donc aussi dans le commutateur original. Mais avec le nouveau commutateur, la douille et le câble d'acier se retrouveront ici. Et elle est donc bien trop grande. Vu que je dois de toute façon raccourcir le câble, je mettrai directement une autre dessus. Les seules allant dessus, ce sont celles-ci, ces petites ici. Je vais en utiliser une comme ça. Je meule donc la douille originale. Je peux à présent raccourcir. Je vais chauffer de manière à ce que le caoutchouc en dessous ramollisse et je peux ensuite le retirer et le réutiliser. Et alors, vous pouvez raccourcir le câble. Retirez bien sûr d'abord un peu le câble d'acier afin de ne pas le couper avec. J'ai raccourci le revêtement de 22,5 cm. Je dois donc aussi raccourcir le câble d'acier de 22,5 cm. Avant de mesurer, je remets le revêtement dessus. Le revêtement est en place et je mesure maintenant 22,5 cm. Je raccourcis un peu plus loin. Je pourrais ainsi par la suite déplier un peu le bout en trop et donc réaliser une bonne soudure. La soudure sera ainsi plus grande que le trou dans la douille et elle ne pourra plus jamais se détacher. Je peux retirer le bout d'adhésif et avec un peu de nettoyant pour frein, je dégraisse encore un peu. Puis je sèche en soufflant. Là, je suis certain qu'il n'y a plus de graisse dessus. Je le tiens alors juste en dessous et je mets encore un peu de liquide à souder dedans. Le fer à souder est entre-temps chaud et je dois maintenant chauffer la douille. Elle transmettra la chaleur au câble d'acier et à l'étain soudé. L'ouverture de la douille et le câble d'acier ouvert sont ainsi complètement remplis d'étain. Et je peux alors déjà regarder. Vous voyez que la soudure arrive bien jusque tout en haut. Je peux maintenant couper les petits fils et j'ai un ensemble robuste. J'élimine le reste avec la bande abrasive afin que tout soit bien rond. Vous voyez à présent que la nouvelle douille va bien dedans.
Et Koen peut ainsi monter la commande définitivement sur le guidon. Le câble de choke est passé par le cadre et est raccordé au carburateur. Vous voyez que le levier de choke commande le choke sur le carburateur. Vous garantissez ainsi un mélange plus riche lors du démarrage d'un moteur froid. J'ai aussi déjà monté rapidement les filtres à air, car je continue à présent avec le câble d'embrayage. Il passera par ici. Je dois donc être sûr qu'il y ait suffisamment de place avec les nouveaux filtres à air. Le câble d'embrayage sera évidemment aussi trop long. Ici aussi, j'utilise la même méthode. Je mets le câble d'embrayage en place et je peux alors regarder de combien je dois le raccourcir exactement. Surtout pour le câble d'embrayage, il est très important qu'il soit à la bonne longueur et ne fasse pas de boucles supplémentaires, sinon l'embrayage est directement très lourd. Il ira ici, dedans par la suite. Je l'enfonce maintenant plus ou moins à moitié. Vous pouvez ainsi régler la course du levier d'embrayage, ainsi que le moment auquel on peut embrayer. Vous voyez ici aussi que le câble est bien trop long. Je dois donc à nouveau le raccourcir. Koen prend la mesure et l'indique à nouveau ici avec un petit bout de ruban adhésif. Je sais maintenant aussi de combien je dois raccourcir le câble et le revêtement. Et cela se fait de la même manière que pour le câble de choke. Profitez-en pour graisser à nouveau les câbles d'acier. On vérifie alors si la longueur est correcte. Le fonctionnement ne peut pas encore être testé car l'embrayage doit encore être raccordé sur le bloc. Je continue avec le côté droit du guidon, le côté de la manette des gaz. J'ai aussi pour cela un nouveau commutateur avec un boîtier pour la manette des gaz allant dedans. La fixation pour le câble de gaz n'est hélas pas la même que celle utilisée par Suzuki, mais j'ai un câble Honda convenant. La seule chose que je dois faire, c'est y glisser un câble d'acier plus long afin qu'il y ait suffisamment de jeu pour tourner complètement la manette des gaz. Je viens juste de raccourcir le câble de gaz à la bonne longueur. Lorsque j'ouvre le commutateur, vous voyez aussi de ce côté quelque chose. C'est ici un petit boulon. Je vais donc ici aussi devoir percer un petit trou afin de pouvoir verrouiller mieux le commutateur pour qu'il ne puisse pas tourner. Surtout de ce côté, pour mettre les gaz, il doit être bien coincé. J'ajuste un peu la manette des gaz et je peux ainsi regarder jusqu'où elle vient sur le clip-on et déterminer la bonne position. Koen veille également à ce que l'emplacement et l'angle d'inclinaison des commandes sur les deux clip-on soient identiques. Cela garantira une position assise agréable. Il marque ensuite l'emplacement, fait un petit trou avec le poinçon et perce un trou où viendra le petit boulon. Le câble adapté peut à présent être vissé dans la commande.
Le câble d'acier et la douille sont alors montés dans la manette des gaz. Et ici, vous voyez comment cela fonctionnera. Une fois la manette des gaz en place, le câble de gaz peut être raccordé au carburateur et être testé. Comme vous le voyez, la manette des gaz revient complètement, mais elle peut aussi être ouverte complètement. Le câble de gaz a donc la bonne longueur. Je viens de lubrifier le câble d'acier et je sais aussi que la longueur est bonne. Je vais à présent encore rouvrir le boîtier afin de pouvoir également lubrifier son intérieur, et donc les parties mobiles. Je le rouvre donc un petit peu, afin qu'il y ait une petite fente. Je peux maintenant aussi déterminer la position de la pompe de frein. Une fois qu'elle est bien positionnée, Koen peut mesurer la longueur de la nouvelle conduite de frein pour la commander. Je mesure la distance entre la pompe de frein et l'étrier de frein. Avec une latte de mesure ou quelque chose comme ça, cela ne va pas et avec une corde, ce n'est pas facile non plus. J'ai donc pris ici un câble AAQ. Vous pouvez ainsi réaliser un câble de masse pour le faisceau de câble. Il est idéal car il présente une certaine robustesse tout en étant encore flexible. Je peux à présent mesurer. Je pose ce câble comme la conduite se retrouvera plus ou moins. Je veille également à ce qu'il y ait suffisamment de jeu pour pouvoir encore tourner le guidon. La moto est pour le moment complètement droite, mais je dois prévoir suffisamment de câbles pour que le guidon puisse aussi encore tourner. Il ne faut surtout pas tendre le câble pour mesurer. J'indique déjà ceci avec de l'abrasif. Je sais maintenant que la conduite de frein fera cette longueur. Je pose le câble un moment sur l'établi et je peux mesurer quelle longueur je dois commander. Il me faut donc une conduite de frein d'environ 79 cm. Koen regarde aussi quel boulon banjo il lui faudra. Au-dessus de la pompe de frein, il peut s'agir simplement d'un banjo droit. Mais ici en dessous pas. Vous voyez que la conduite viendrait très près de la douille de purge. Pour en dessous, je commande donc un boulon banjo partant sur 25 degrés vers le haut. Il restera ainsi assez de place pour pouvoir purger facilement le frein. N'oubliez pas non plus le commutateur de feu stop. Ici, il est intégré dans la pompe de frein. Je peux donc le raccorder simplement au faisceau de câble existant. S'il n'y en a pas, vous pouvez placer un boulon banjo avec un commutateur de feu stop intégré mesurant la pression dans le circuit et transmettant ainsi un signal au feu arrière afin que le feu stop s'allume. Koen peut à présent commander les bonnes pièces pour raccorder le frein avant. Et en les attendant, nous nous rendrons dans la prochaine émission chez le garnisseur. Nous y découvrirons comment est réalisé le revêtement de la selle.